Hello et bienvenue dans Réno, Déco et Design, le podcast qui t'accompagne pour des rénovations zen et harmonieuses. Moi, c'est Catherine, designer d'intérieur depuis plus de 15 ans et coach en réno, déco et design. Ma mission, super simple, t'aider à apporter harmonie et zénitude à chaque étape de tes rénovations, de la planification jusqu'à la célébration de ton nouvel espace de vie. Parce que oui, je suis vraiment convaincue que des rénovations bien accompagnées peuvent être simples, sereines et parfaitement adaptées à ton quotidien. Dans ce podcast, je te partagerai ma vision des rénovations harmonieuses, des conseils pratiques en déco et en design, des études de cas inspirantes et des discussions enrichissantes avec des experts, qu'ils soient issus du monde de la construction ou d'ailleurs. Mon objectif, tout aussi simple, t'inspirer et t'outiller pour transformer ton intérieur en un véritable havre de paix, parfaitement aligné avec ton style de vie et les besoins de ta famille. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi guider. C'est parti! Bienvenue à tout le monde sur un nouvel épisode de podcast Réno, Déco et Design. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra essentiel quand on rêve de rénover, de construire ou simplement de créer son intérieur à son image, les finances. Parce qu'on va être honnête, hein, avoir une vision, c'est bien beau, là, mais d'avoir, les moyens de réaliser cette vision-là avec sérénité, c'est encore mieux quand on a les moyens de se le permettre. Pour ça, qui de mieux qu'Émilie Charlebois, coach en finance pour nous éclairer là-dessus. Son parcours de jeune femme peu motivée par l'école, on va se le dire, à coach passionnée en finance et super inspirant. Elle va nous en parler plus en détail. C'est en traversant elle-même l'achat d'immobilier, la construction, la rénovation, qu'elle a compris une chose super importante. Il y a toujours des solutions à condition de s'entourer des bonnes personnes. Fait que dans cet épisode-là, elle va nous partager son histoire, ses apprentissages et ses conseils. Puis pour t'aider à toi, oser tes projets financiers et que ça soit clair et que tu sois en confiance en réalisant tout ça. J'espère qu'on est prête à transformer ensemble nos ambitions en réalité. Fait que c'est parti pour ce bel entretien avec toi, Émilie. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Oui, ça va bien, merci. Toi? Oui, ça va super bien. Fait que, première question, parle-nous un peu de ton parcours. Tu sais, je disais que tu n'étais pas très motivée par l'école, puis que tu es rendue une passionnée des finances. Et on s'entend que pourtant, on se dit que l'école et les finances, ça va ensemble un peu. Fait que parle-nous un peu de ton parcours, de ces... C'est quoi une coach en finance? Ça mange quoi en hiver, ça? Oui, certain. C'est vrai qu'il n'en mouille pas des coachs en finance. Fait certainement. Fait que oui, moi, je m'appelle Émilie. D'entrée de jeu, je suis maman de 2 enfants quand même. Ça prend beaucoup de temps à mon horaire. Et oui, je suis tombée tout bonnement comme ça dans le domaine financier. Comme tu l'as si bien dit, l'école et moi, ça faisait 2. J'étais vraiment pas bonne à l'école. J'aimais pas l'école. J'avais tellement l'impression que je perdais un petit peu mon temps. Je sais pas, j'ai toujours eu ce petit feeling-là de me dire ce que j'apprends, moi, Pythagore, là, je l'avais bien profond, là. Tu sais, disons ça de même, là. Je me disais, c'est quand ça va me servir, ça, dans la vie? J'ai vraiment eu de la misère à l'école, puis j'ai souvent manqué de confiance en moi quand j'étais jeune parce que, bon, on en jasait avant l'épisode, j'avais pas vraiment des bons résultats à l'école. Puis on dirait que j'avais comme associé le fait de je suis pas bonne à l'école, donc je suis pas bonne dans rien parce que, bon, quand on est jeune, l'école, ça prend une grande place dans notre vie. Fait que, pas, on est comme un peu catégorisé comme ça à l'école, étant donné qu'on est un étudiant. Quand on est jeune, on n'est pas vraiment un être humain en part entière. On est un étudiant, puis l'école définit un peu la personne qu'on est. Fait que je me suis sentie quand même vraiment dévalorisée, mais malgré tout, bon, j'ai poursuivi. J'avais des bons parents qui m'ont encouragée. Ma mère m'avait dit, Émilie, finis ton secondaire. J'ai fini mon secondaire. Après ça, je me suis dit, bon, rendu là, je vais aller au cégep. Moi, je suis allée au cégep. Après, je me suis dit, bon, finalement, je vais continuer jusqu'à l'université. Je suis allée jusqu'à l'université, mais je suis tombée, en fait, moi, j'ai étudié en administration. Puis bon, administration, c'est très, très large. Fait que j'ai pu, je pouvais étudier en marketing, en comptabilité, en finance, en ressources humaines. Puis moi, ce que j'avais vraiment envie, c'était de travailler dans un endroit où je pouvais m'habiller propre. J'avais ce désir-là. Dans quel domaine? Je m'en contrefous, tant que je peux m'habiller propre. Et pourquoi? Je sais pas, je trouvais ça beau. Quand j'étais jeune, je trouvais ça élégant. Tu sais, une belle femme d'affaires habillée en talons hauts avec sa petite jupe, je trouvais ça très, très beau. Fait que je me suis dit, je vais essayer de reproduire ça. Et bon. Tu t'habilles-tu comme ça aujourd'hui? Sweet fuck out! Ça, c'est très drôle. Aujourd'hui, plus c'est mou, plus j'accepte le confort, là, comme c'est littéralement ça. Mais ça a été comme ça quand même pendant plusieurs années, bien évidemment. Donc, j'ai commencé à travailler dans une caisse des jardins
J'étais réceptionniste, tout simplement. J'accueillais le monde avec mon plus beau sourire. Puis, à un moment donné, j'ai postulé sur un poste d'adjointe. J'ai fait ça quelques mois. Puis, à peine un an plus tard, après mon entrée à la caisse, j'ai tombé conseillère en finances personnelles. Fait que j'ai fait ça pendant quand même de 2018 à 2022. Fait qu'environ 4 ans. Ensuite, j'ai décidé de partir en tant que travailleur autonome comme conseillère en sécurité financière. Fait qu'évidemment, j'ai eu tous mes permis en assurance de personnes. J'ai eu des permis en fonds commun de placement. J'ai fait des études à l'IFSE, qui est l'Institut des fonds d'investissement du Canada. Fait que toute la formalité là, que ça nous prend pour conseiller sur des produits financiers, des choses comme ça. Toute la paperasse, là. Puis moi, bon, vous savez, l'école et moi, ça fait un peu deux. J'aime pas beaucoup le cadre. J'aime pas me faire dire quoi faire. Je me sentais un peu limitée dans ce que je voulais vraiment faire. Parce que moi, au final, c'était pas nécessairement de vendre des assurances, c'était pas de vendre des placements que je voulais. C'était vraiment d'éduquer les gens. Parce que je me disais, pourquoi j'ai pas appris ça à l'école? Moi, quand j'ai commencé à comprendre le domaine financier, je me dis, moi, là, j'ai détesté l'école toute ma vie parce que, justement, j'avais toujours le feeling que ça me servirait peut-être pas. Puis aujourd'hui, j'apprends des choses que je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savent, autre que quand tu es dans le domaine ou quand tu as vraiment la chance d'avoir des gens ou des parents qui peuvent t'éduquer niveau financièrement. Mais je me disais, Colin, tout le monde devrait savoir ça. Là. C'est essentiel parce qu'on gère tout l'argent. C'est vraiment à partir de ce moment-là, je me suis dit, je veux éduquer les gens parce que moi, j'avais beaucoup de rêves, beaucoup d'ambition, puis à un certain moment, j'ai eu peur de me sentir freinée dans ma vie par manque, justement, de connaissances, par manque de... Je me suis souvent sentie pas assez intelligente. Je me suis dit, mon Dieu, je vais peut-être rien faire de bon dans ma vie. Mais non, on peut vraiment tout réaliser. On a juste vraiment besoin des bons outils, des bonnes connaissances. Fait qu'aujourd'hui, mon rôle, j'ai tout délaissé le cadrage formel des titres, des permis. J'ai plus rien qui est valide aujourd'hui. Tout ce que je fais, c'est d'être coach en finance. On peut m'appeler comme qu'on veut. Je m'en fous. J'ai pas de titre réellement. Je dis tout le temps, j'ai pas de titre. Je fais ce que j'aime, tout simplement. Puis mon rôle, c'est vraiment d'accompagner surtout les femmes à comprendre et gérer leur argent. Fait que je suis vraiment pas dans la vente de produits. J'ai détesté ça pour mourir. J'ai pas trippé du tout. Aujourd'hui, mon but, c'est vraiment ma mission, c'est que les gens comprennent leur argent pour réaliser leurs rêves et leurs projets. C'est vraiment ça qui me tient à cœur. C'est je veux dire, on veut tout de l'argent, mais il y a personne qui veut de l'argent pour avoir 3 millions qui traînent dans leur compte de banque puis pas l'utiliser. Si on veut de l'argent, c'est parce qu'on a des rêves, on a des projets qui nous drivent. Puis souvent, les gens sont freinés en se disant que ça ne sera pas possible pour eux. Moi, je ne comprends pas mon argent. Moi, je n'ai pas un gros revenu. Moi, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais c'est tellement pas si compliqué le domaine financier. Ben honnêtement, moi, en dessous de mes cheveux bruns, je suis blonde puis j'ai réussi à comprendre. C'est accessible à tous. Tu as totalement raison que, tu sais, je me rappelle en cours d'économie à l'école secondaire, on apprenait les PIB des pays, mais on s'en fout. C'est pas ça qu'on a besoin, c'est d'apprendre à gérer un budget. C'est quoi une hypothèque? C'est quoi des CELI? C'est quoi des REER? C'est ça qui est important, dans le fond. Oui, exact. Fait que moi, je suis vraiment plus en mode éducation maintenant. Fait que je suis pas là, tu sais, évidemment, le conseiller, je travaille de pair avec les conseillers, en fait, parce qu'il y a un client, une cliente qui vient me voir, bien, on structure tout son argent, on regarde aussi beaucoup la psychologie de l'argent. Je suis une grande, grande fan de psychologie de l'argent parce qu'au-delà de la structure, au-delà des chiffres, on s'entend que l'argent, c'est très émotionnel, là. Quand on fait une petite dépense folle on the side, c'est rarement que ça vient de notre fichier Excel, de je vais regarder mon budget, c'est plus l'émotion du moment, ce qui est vraiment correct, mais tout ça, un beau mix de tout ça, moi, c'est ce que je n'étais pas capable d'offrir en tant que conseillère, de pouvoir parler de la psychologie de l'argent puis de mixer tout ça ensemble. Fait qu'aujourd'hui, ben, j'ai monté le service que moi, j'aurais aimé avoir il y a quelques années. Ah, c'est beau, ça. J'aime beaucoup ça. Fait que dans le fond, c'est ton expertise en finance. Ça aide à réaliser des projets de réno puis de déco. 100%. De maison. 100%. Je n'aurais pas pu réaliser ça sans ces connaissances-là, assurément. OK. Fait que dans le fond, ton expertise a joué positivement, dans le fond, dans ces projets-là. Puis, est-ce que tu penses que ça peut aider les couples, les familles, à entreprendre un projet de réno ou de construction neuve, dans le fond, à appeler à avoir des connaissances financières claires pour ça? Oui, parce que souvent, c'est un peu ça le manque. Des fois, les gens, ils se freinent par manque de connaissances, par manque de ne pas savoir vers qui se tourner, de faire affaire avec les bons professionnels. Fait que oui, assurément que d'avoir des connaissances, ça aide. Tu sais, tout se planifie. Puis souvent, on l'apprend des fois un peu trop tard. On l'apprend sur le spot, comme on dit. Moi, j'ai été chanceuse parce que, bon, tu sais, j'ai pu réaliser ça quand même jeune. Dans le sens, ma première maison, je l'ai achetée, j'avais 21 ans. On a réalisé notre autoconstruction, j'avais 24 ans. Comme, tu sais, c'est réalisable. Puis je veux dire, je dis pas ça en me mettant sur un piédestal. J'ai jamais fait un très gros revenu. Je suis pas différente d'un autre. J'ai pas reçu un héritage. J'ai juste géré mon argent très simplement, mais ça m'a permis de le réaliser. Fait que c'est le message à travers ça, c'est vraiment juste de démontrer que c'est accessible. C'est pas impossible, mais ça prend une structure tout simplement. OK. Fait que se structurer avant de commencer à donner un coup de marteau, dans le fond, dans le mur. Oui, quand même, ça aiderait.
C'est bon. Non, mais c'est parce que j'en parle beaucoup de planification. De la vision, des besoins et tout, mais la finance aussi, tu sais, il faut planifier cet argent-là qu'elle va sortir un moment donné, mais il faut la mettre dans un compte, il faut la mettre de côté. Tu sais, si on planifie de refaire une cuisine dans 2, 3, 4 ans, ben, il faudrait mettre un montant, dans le fond, pendant que tu conseilles de mettre un montant d'argent déjà dans un compte qui dort pour l'instant ou qui fait même des petits lui-même pendant ce temps-là. Je suis un peu plus calée en finance depuis la pandémie. On dirait que moi, la pandémie a fait qu'on a décidé de refaire tout notre budget. Et c'est ça, depuis ce temps-là, c'est ça, mais dans le fond, planifier financièrement ces rénaux, c'est ultra méga important, là, que ça soit une construction neuve, des rénaux, peu importe n'importe quelle pièce, c'est ultra important. Puis est-ce que tu penses que ça fait que les rénaux sont moins stressantes? Oui, 100%. Parce que, tu sais, les rénaux, en fait, ben, peu importe le mot financier qu'on fait, là, je veux pas quand on rénove, c'est pour nous, mais c'est un mot financier quand même. Ça, je le dis tout le temps, là, l'achat d'une maison, c'est très émotionnel. C'est pour ça que je parlais que les finances, c'est très émotionnel. C'est rare qu'on va visiter une maison en se disant « Ah, c'est-tu que je serais pas bien vivre ici, mais ah mon Dieu, quel deal, je vais l'acheter. » C'est quand même rare qu'on se dise ça, tu sais. Le but, quand on visite une maison... Oui, mais à part sinon... Exactement. Fait que, c'est très émotionnel. On veut se sentir bien. Tu sais, quand on va visiter une maison, on dit « Oh mon Dieu, j'imagine m'installer ici le matin pour boire mon café, la salle de jeu des enfants ici, tout ça. » Fait il y a beaucoup d'émotions derrière tout ça, mais avant toute chose, tout ce qui touche immobilier, c'est un des plus gros mots financiers qu'on va faire dans notre vie. Fait que oui, ça se planifie parce que ça peut finir à être la paix des catastrophes du monde, comme ça peut être le plus beau des projets et le plus beau des levées financiers. Pour ma part, étant donné qu'il a été bien planifié, ça a été un énorme levier financier pour moi, mais mal planifié, peut-être mal fait, mal géré au mauvais moment, peut-être que ça aurait pu juste m'enfoncer plus que d'autres choses parce que oui, on en voit malheureusement des histoires un peu catastrophiques comme ça. Fait qu'il y a toujours les deux côtés des choses de oui, on veut rénover pour notre bien-être à nous, pour nous, mais est-ce que ça va apporter la valeur à la propriété? Est-ce qu'on va avoir vraiment un retour sur notre investissement? Il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Fait que le but, c'est pas de mettre 20 000 dans une cuisine qu'on va être bien heureux puis qu'au bout de la ligne, la maison ne prenne pas de valeur parce qu'on n'a pas pensé à rien autour de ça. T'sais, c'est beaucoup d'argent. Fait qu'on veut que sentimentalement parlant, on soit comblé et financièrement parlant aussi. C'est un bon mix des deux. Oui, mais il y a un pourcentage, dans le fond, de la valeur de la maison quand que je calcule les budgets avec mes clients, des budgets très, 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 très préliminaires. OK, mais je devrais mettre combien dans ma cuisine? Bien, la valeur de ta maison, pas la valeur sur Centris, la valeur marchande d'un évaluateur. C'est quoi? Il y a un pourcentage à mettre au moins, je pense que c'est 5 à 10, à peu près 10 % de la valeur de ta maison pour que la maison soit pas dévaluée, mais qu'elle augmente de valeur. Mais il ne faut pas mettre trop non plus parce que sinon, là, on ne récupère pas l'argent non plus. Fait que, il y a un in-between. Tu sais, c'est sûr que si tu veux mettre 100 000 dans ta cuisine pour la maison ne vaut pas ça, ben, il faut que tu sois juste conscient que cet argent-là ne te reviendra pas quand tu vas la vendre. Puis même là, si on rénove maintenant, mais on vend la maison il y a 25 ans, ben, la cuisine va être quand même démodée malgré tout. Il faut être juste conscient de tout ça. Exact. À 21 ans, tu as dit que tu as acheté ta première maison. Oui. Est-ce que tu l'as rénovée? Oui. Au complet. Fond en comble. Fait que c'est quoi les motivations à toi? Là, tu es en couple à ce moment-là? Oui. Oui, OK. Avec toi et ton chum à entreprendre genre, ce projet-là ensemble, ça a été quoi? Comment vous avez abordé la phase de rêve ensemble, de réflexion et tout? Là, on s'entend, l'acheter une maison à 21 ans, c'est pas beaucoup de gens qui peuvent se permettre ça. Là. Oui. Ben c'est sûr, c'est ça. Il y avait toute une question financière. Fait que première question avant de s'imaginer les belles rénaux et la nouvelle cuisine qu'on pourrait avoir, c'est est-ce qu'on peut le réaliser financièrement parlant? C'était ma maison. Fait que c'était mon budget à moi, là, où on a réalisé les rénaux ensemble. Mais c'est ça. Fait que tout était vraiment, premièrement, est-ce que je peux me le permettre? Après ça, oui, il y a la phase de rêve. Puis il y a la phase aussi un peu de revenir sur terre, de qu'est-ce qui est réaliste, de qu'est-ce qui fait du sens, dans le sens, moi, j'avais pas une maison qui valait énorme. On s'entend, c'était ma première maison à 21 ans, j'avais pas de maison à 500 000. Ben, je veux dire, j'ai limité mon budget. C'était pas vrai que j'allais mettre justement 100 000 dans ma maison, puis sachant que j'allais pas le récupérer. Le but, c'était, on veut faire ça le plus efficace possible, le plus rentable possible, avec le meilleur retour sur investissement. Et toujours aussi dans l'optique de... Personnellement, là, nous, c'était dans notre optique de vendre un jour. Fait que, ça aussi, des fois, il y a des gens qui sont comme « Ah, on fait les rénaux pour nous », mais toujours aussi, qu'est-ce que les autres aimeraient, parce qu'on sait tellement pas où ce que la vie peut nous projeter dans quelques années. De rénover en fonction de 100% ce que nous, on aime, c'est correct, mais moi, j'y crois que c'est un petit mix entre les deux, de dire, est-ce que ça convient aussi à d'autres personnes? Est-ce que c'est au goût du jour? Si vous aimez vraiment ça, c'est bien correct, mais c'est un mix entre
de penser qu'un jour, ça pourrait être une vente ou quoi que ce soit d'autre pour justement le retour financier. Là, évidemment, Émilie, puis les finances, il y a pensé. Non, mais dans le fond, c'est dans la vision, tu sais, tu le savais que ça ne serait pas ta maison de toujours avec ta famille. Fait que tu avais dans la vision de dire, oui, on rénove. Fait que dans la vision que tu avais de cette maison-là, ben, de planifier financièrement en fonction de cette vision-là. Dans le sens de dire, OK, ben, mettons, dans 5 ans, on va vendre. Fait qu'on on va mettre des affaires qui sont tendance jusque dans 5 ans à peu près. Puis, tu n'iras pas dans les mêmes choix de matériaux, dans la même planification que si c'était la maison que tu dis, OK, mais je vais élever ma famille ici, puis que dans 25 ans, dans 30 ans, je vais la vendre. Fait que c'est pas les mêmes décisions financières non plus. Là. Exactement. Fait que, dans le fond, toi puis ton chum, attends une minute, je vais relire mes questions. C'est bien parfait. Oui, c'est ça, vous avez rencontré pas mal les différents points de vue dans cette rénovation-là. Puis comment tu conseilles les gens en matière finance, là, parce qu'il y a probablement des compromis à faire parce que, mettons, toi, tu veux investir tel montant dans le plancher, mais ton chum, lui, c'était plus les électroménagers. Pour lui, que c'est plus important. Dans le fond, les valeurs ne sont pas à la même place. Comment qu'on fait des compromis? Comment que en couple, toi, ça a fonctionné, cette rénovation-là? Oui, ça, c'est une bonne question parce que nous, je te dirais que ça a quand même généralement bien été. Okay. Nous, on avait vraiment l'objectif de le meilleur rapport qualité-prix. Fait qu'on n'est pas... ce qui a vraiment aidé pour les rénaux de la première maison, comparativement, par exemple, à notre construction, c'était... Ben, tu m'en parleras aussi de la construction, ça fait la même... Ben oui, 100%. Ben, justement, pour comparer, veux pas, nous, la rénovation de la maison, ça s'est fait quand même sur un long terme. On avait du temps, on n'était pas pressés, c'était correct. Fait que, il y avait un peu il n'y avait pas vraiment l'enjeu financier dans le sens qu'on prenait notre temps niveau, quand on avait de l'argent, on faisait des petits rénaux ici et là. On avait le temps de magasiner nos matériaux, on avait le temps d'attendre des spéciaux, on a acheté de la céramique quand elle tombait en spécial, on l'a gardé longtemps. On a comme pris de l'avance sur certaines choses, ça se planifiait bien. Fait que ça l'a vraiment bien été. Puis on a connu carrément l'inverse où nous, dans le fond, pour mettre les gens en contexte, on a vendu notre maison pendant la COVID. Fait que, en fait, ma maison à ce moment-là, mais bon, on habite ensemble. Fait que je considérais que c'était notre maison. Fait que j'ai vendu ma maison pendant la COVID, puis ça s'est vraiment précipité. On a eu la possibilité justement de faire un bon montant d'argent sur notre maison. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de se lancer dans un projet de construction, d'autoconstruction. Fait que les délais étaient très serrés, je te dirais. Fait qu'on a vendu la maison, il fallait déménager très rapidement. Fait que là, on a vraiment tombé dans l'inverse de on n'a pas le temps de prendre notre temps, on n'a pas le temps de magasiner les meilleurs coûts. Puis pendant la COVID, nous, c'est en 2021 qu'on a bâti pénurie de matériaux. Fait qu'on ne magasinait pas des bons prix, on magasinait des disponibilités. Fait que nous, on prenait le téléphone, c'était pas c'est quoi votre meilleur prix, c'est est-ce que tu en as en stock? Oui, tu es à 6 heures de route, parfait, je m'en viens. Fait que c'était vraiment ça, on n'était pas du tout dans la même vision. Fait que c'est sûr que ça a été comme un défi différent. Fait que c'est sûr et certain que l'enjeu de temps, pour nous, a joué sur le budget, assurément. Là. Fait que ça, c'est quelque chose à prendre en considération à 100%. Tu vois, l'enjeu de temps, moi, je dis en rénovation, le temps est ton meilleur ami. Tu sais, dis la première maison, tu as pris votre temps, vous avez acheté la céramique. J'ai de la céramique, moi, ça fait 2 ans qu'elle est dans mon sol. Il faut que je fasse ma salle de bain. Elle est encore là. Mais c'est ça, le temps est ton meilleur ami en tant que partenariat finance, dans le sens que c'est comme ça que tu peux sauver des sous, tu peux aller magasiner et tout, prendre ton temps. En autoconstruction, en pandémie en plus, probablement que ça vous a coûté beaucoup plus cher de matériaux que si vous aviez fait le même projet quand tu as acheté ta première maison, mettons. 100%. Ben oui, c'est sûr que ça nous a coûté plus cher. Par chance, justement, étant donné que c'est une autoconstruction, on a sauvé beaucoup de coûts sur la main-d'œuvre et tout le tralala, mais reste que les matériaux, oui, ils nous ont coûté plus cher que ce que ça aurait dû, effectivement. Fait que c'est assez que oui, l'argent est ultra important, mais le temps est ultra important dans les projets de réno et de construction neuve. Et dans la construction neuve, on est toujours pressé. On dirait que dans cette industrie-là de construction neuve, à part les prestiges, là, que c'est pas la même chose, mais des maisons plus normales, on dirait que là, c'est go, 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 puis il faut que ça passe, puis il faut qu'on fasse ça avant le gel. Ouais, mais il n'y a rien de choisi, puis c'est pas le même... C'est pas la même réalité qu'en rénovation résidentielle, je pense. Là. La construction neuve, tu es d'accord avec moi? Oui, c'est 2 projets complètement différents. Personnellement, moi, j'ai préféré une construction qu'une rénovation parce que de rénover une vieille maison, tu défonces des murs, c'est tout croche, c'est rabouté. T'es comme, ça, c'est moins le fun, t'as des surprises, tandis qu'une construction neuve, t'as pas nécessairement
tu peux avoir d'autres surprises ou d'autres imprévus, mais tu n'as pas nécessairement les surprises tu ouvres le mur, finalement, ça n'a vraiment pas l'air de ce que tu pensais que ça allait être. Là, fait que c'est comme différent. Là. Faire du neuf avec du vieux, c'est plus compliqué, qu'on va se le dire. Ah ouais. C'est peut-être moins prévisible. C'est ça, c'est vraiment moins prévisible, je pense. Fait que, avec tout ça, ton expérience, tu as vécu la construction neuve, la réno, quels sont les éléments essentiels, selon toi, à prendre en considération dans la planification financière de son projet de rénovation et ou de construction neuve, dans ton cas? Peut-être qu'il y a des différences entre les deux. C'est sûr de mettre plus d'argent que prévu. Moi, qui avait un budget d'imprévu. C'est ça que oui, c'est exactement ça. Pourtant, nous, on en avait un. Miss Pro Finance ici, évidemment, qu'elle en avait un très, très bon parce que je savais qu'il y aurait eu des dépassements de coûts. Mais je pense qu'on n'est jamais 100% préparé. Surtout les fameux tant qu'à y être. Qui coûtent cher, les petits tant qu'à y être. Ouais, fait, je dirais vraiment ça. Pour réaliser un projet comme ça, surtout dans l'optique d'une construction, le meilleur conseil que je peux pas te donner, c'est vraiment d'avoir de la liquidité. Dans un projet de rénovation, c'est correct, tu peux avoir un petit peu d'argent, t'es pas nécessairement à la rue, tu peux habiter là, tout ça, tandis que dans un projet d'autoconstruction, nous, on avait beaucoup de liquidité, mais si tu n'as pas beaucoup de liquidité, c'est énormément difficile parce qu'il faut que tu avances tellement d'argent par toi-même que si tu n'as pas cet argent-là, ça va être difficile d'avancer ton projet. Là. OK. Fait construction neuve, liquidité, rénovation, moins, mais il faut quand même avoir tout le temps un budget tampon. Est-ce que la construction neuve, là, c'est sûr que les matériaux, vous autres, vous avez probablement busté votre budget, c'est clair, mais est-ce que tu l'aurais autant dépassé, selon toi, s'il n'y avait pas eu l'effet des manques de matériaux, la main-d'œuvre qui a coûté une. Là, vous n'avez pas eu trop de main-d'œuvre, mais il y en a eu quand même eu. Là, je ne pense pas que c'est toi qui as coulé le béton de ta fondation. Mais, mais est-ce que tu aurais quand même dépassé ton budget? Assurément moins. Une autre chose aussi qui est plus difficile, c'est que quand tu te mets à dépenser, tu sais, nous, avec l'enjeu de temps, niveau organisation, des fois, tu n'as pas toujours je vais au Rona, je vais rentrer mes factures. Non, tu vas au Rona, c'est des packs du truck, puis ouais, let's go, on se met tout à bâtir. Comme, t'as pas attendé, je vais rentrer ça dans mon fichier Excel. Comme, on s'entend que l'organisation, pendant la construction, a pris le bas sur un moyen temps. Après ça, il faut que tu te remettes dedans. Fait que je dirais vraiment de prendre le temps au fur et à mesure de comptabiliser ces factures, de les classer par les différentes catégories, comme par exemple pour une construction neuve, là, pour les gens qui savent, on peut réclamer les taxes sur les matériaux payés. Fait que ça, par après, nous, c'était belle fun. On est comme, c'est cool, on a de l'argent qu'on attend de là. Mais après ça, il faut au moins toutes les petites factures de ça, c'était quoi déjà, ça, c'était quoi. Fait que si on avait déjà classé par catégorie, ça a été beaucoup plus simple. On aurait pu voir l'évolution de à combien qu'on est rendu. Puis une autre chose aussi, de faire la distinction entre qu'est-ce qui est vraiment des matériaux puis qu'est-ce qui est du design un peu. Fait que, tu sais, des tablettes à l'intérieur de la maison, ça fait pas partie des matériaux. Mais t'en as besoin, dans le sens de faire des tablettes à l'intérieur d'un garde-robe, c'est essentiel, mais c'est pas des matériaux. Puis ça, on a eu beaucoup de frais par rapport à ça. T'sais, avec du recul, je suis comme on dit, on allait au Ikea, puis oui, on a pris nos caissons d'armoire, mais on prenait un petit miroir là, des tablettes, des ci, des ça, mais ça, c'est pas des matériaux. Ça devrait se comptabiliser dans un budget à part. Fait que ça fait monter les coûts vite, puis ça fait qu'après ça, t'arrives, t'es comme, attends, là, on a besoin d'autres peintures, par exemple. Je suis comme, OK, mais on a dépensé 600$ d'armoire hier au Ikea quand on n'aurait pas tendu. On a vraiment chaque chose en son temps. Quand on va être rendu à acheter plus des meubles ou des accessoires pour la maison, ben on ira, les miroirs, tout ça, mais c'est comme un genre de budget un peu séparé que moi, j'ai pas fait personnellement, que j'aurais trouvé plus simple de voir comment on comptabilise ça. Dans le sens, une vanité, pour moi, c'est un matériel, ça fait partie des matériaux de la maison, mais un miroir, c'est un accessoire. Des tablettes, c'est un accessoire, de mon point de vue. Là. Fait que ça, j'aurais aimé le comptabiliser différemment pour savoir au bout de la ligne combien ça nous coûte réellement de matériaux, puis combien, demain matin, qu'on vide la maison, qu'est-ce qu'on est capable de récupérer? Ben, je vais partir avec les miroirs, je peux partir avec qu'est-ce qui est amovible la maison, qui n'est pas inclus dans le coût de construction. C'est un peu ça, de faire la distinction entre ces deux choses-là. Moi, j'aurais aimé le faire de cette façon-là. OK, fait que dans le fond, vraiment y aller étape par étape, de se dire, OK, mais on commence par les matériaux rough, après ça, les matériaux de finition, parce que la céramique, le bois, c'est quand même considéré des matériaux, mais c'est de la finition parce qu'on le voit. Puis d'escalader, de ne pas tout acheter en même temps, puis de dire, tant qu'à y être ici, on va acheter un miroir, on va acheter ça, qui n'était pas nécessairement là, puis qui va être entreposé à quelque part, puis même des fois, on peut l'abîmer, là.
Ouais, ou juste de faire des factures différentes au pire pour quand tu vas venir pour comptabiliser tes choses, ça va être plus simple. Puis, tu sais, vraiment, moi, j'aurais dû prendre l'habitude de quand je vais au magasin, d'avoir toujours mon crayon, puis que quand je reçois ma facture, de tout écrire, OK, ça, c'était ça, parce que on pense que ça va être clair, la facture, mais quand tu repognes 4-5 mois après, là, puis tu essaies de lire, là, tu comprends rien, là, qu'est-ce qui est écrit. Des fois, c'est un numéro d'article. Je suis comme, c'est quoi ça? Fait que, il y a Le des choses papier glacé, ça part, là, encre. Oui, c'est ça, en plus. Fait que, il y a des choses qu'on n'a pas pu récolter, les taxes à cause de ça. On avait des factures avec des montants d'argent, tu sais, quand même de 1000, 2000, 3000, mais on savait même plus c'était quoi sur la facture. Fait que, avoir été mieux organisé, on aurait pu faire c'est ça, une meilleure organisation, 100%. Meilleure organisation, c'est bon. Fait que être organisé. Être organisé, oui. C'est bon. Comme tu dis, être organisé, t'as une minute, là, je suis perdue. Oui, c'est ça. En considérant les éléments essentiels, comment définir un budget réaliste en laissant place à. Là, tu avais dit qu'il faut laisser place à un budget d'imprévu. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Fait que là, mais tu sais, on budgète un tel montant d'argent pour la rénovation, mais est-ce que tu conseilles aux gens de laisser quand même de la place un peu à la créativité? Parce qu'on s'entend quand dans le milieu du design de la réno, il y a tellement de choses qui sortent rapidement. Ça change énormément dans un claquement de doigts. Est-ce qu'on devrait laisser quand même la fluidité dans notre budget? Oui, 100%. Puis nous, à refaire, nous, on s'est appelé des propres designers et on n'aurait pas dû. Chacun son métier, hein? Oh, oui, je me considère pas coach en finance, mais pas tout. Ouais, mais 100%, puis je dis pas ça pour un peu comme flatter ton métier, vraiment pas, mais nous, moi, comme, tu sais, Pinterest, c'est mon meilleur ami, j'allais comme chercher des petits trucs ici et là, puis avec du recul de la maison, je l'adore la maison, là, comme le résultat final, on l'aime, sauf qu'on a fait un gros mix-up de plein de styles différents. Tu sais, moi, je savais pas qu'il y avait des styles de maison, tu sais, de farmhouse, contemporain, moderne, tout ça. Nous, c'était comme ça, c'est beau, mais on va mettre ça là, ça, c'est beau, on va mettre ça. Puis, tu sais, tout le build-up ensemble est belle, la maison. Et j'ai vraiment rien à dire, là. Je veux dire, je peux pas parler de la fille qui est pas reconnaissante. Elle est belle, la maison, sauf que, avec du recul, ben, je suis comme, on a comme mélangé des styles ensemble, clairement qu'un service de designer aurait pu aider à que tout fit ensemble, assurément. Fait que ça, première chose, c'est sûr et certain. Puis le côté pratico-pratique aussi, c'est bien niaiseux. Nous, on a pris un plan de base, puis on l'a modifié un petit peu ici et là. On essaie comme d'agrandir la salle de bain et tout ça. Puis par exemple, dans le couloir principal, on avait un petit garde-robe pour du rangement. Puis on s'est dit, fuck ça, on va agrandir la salle de bain à la place. On a comme agrandi un petit peu la douche. On a cancellé le petit calice de garde-robe. Puis est-ce qu'on le regrettait? Assurément, parce que là, on était comme, on fout quoi avec la balayeuse? Comme, c'est ça, ouais. Tu sais, c'est toutes des choses qu'on n'a pas pensé parce que, tu sais, tant que tu vis pas là, honnêtement, tu peux pas le savoir. Puis ça, j'y crois fortement qu'une première rénovation, une première construction, une première maison, ça sera jamais la maison parfaite. Ça se peut, là, mais tu sais, je veux dire, la maison, quelqu'un la regarde pourrait dire, mon Dieu, mais est parfaite ta maison? Oui, elle est parfaite ma maison, mais aujourd'hui, en vivant dedans, puis en l'expérimentant tous les jours, je suis comme, oui, ça, c'était réfléchi, mais c'est un peu moins. Il y a des choses qu'on a moins aimées, puis on le sait pas des fois tant qu'on le vit pas dedans. Fait que d'avoir quelqu'un peut-être qui aurait pu nous faire réfléchir un petit peu à le côté pratico-pratique, le style, le design, ça aurait pu assurément aider. Ça, c'est un point quand même important, je te dirais. Dans le fond, c'est de se garder un budget peut-être pour des consultations en design, avec soit un designer, une décoratrice dans son cas, ou moi, j'offre le service de coaching design. Fait que c'est 1 heure, puis je réponds à tes questions. Fait que déjà là, peut-être que ce service-là, pour optimiser la fonctionnalité de la maison, selon toi, on pourrait peut-être se garder un montant du budget pour... oui, parce que, tu sais, quand t'es dedans, tu te dis, je suis capable de le faire, c'est bien correct. Puis comme je dis, le résultat final, il est loin d'être pas correct. Il est parfait, le résultat final, mais il pourrait être encore mieux. Fait que c'est juste des choses que sur le coup, t'es comme, bon, mon Dieu, c'est tellement pas important, je préfère investir dans un beau miroir au lieu de mettre dans du coaching avec une designer. Mais au final, peut-être qu'on aurait eu un meilleur retour sur notre investissement. Fait qu'il y a ça dans l'optique de rénovation, de construction. Un petit tip pour les personnes qui veulent se bâtir quand tu achètes un terrain aussi. Beaucoup de choses au niveau des coûts à prendre en considération. Le terrain, il est où? Il est fait comment le terrain? C'est quoi le type de sol? Tout ça. Ça peut vraiment jouer. Ça, je pense que c'est une des plus grosses claques d'en face que les gens pourraient avoir. Je donne un exemple. Nous, on avait un terrain en campagne. Fait que t'as pas de puits, t'es pas sur les égouts de la ville, tout ça. Fait que veux pas direct en partant, t'as comme presque un 50 000. Faut que tu fasses installer ton champ septique, ton puits. Est-ce que le puits, l'eau, la source d'eau est disponible rapidement? Tout ça, il peut y avoir des problématiques. Nous, le puits, on n'arrivait pas à trouver de l'eau. Fait que là, ils ont dû creuser encore plus loin, descendre encore plus loin. Fait que ça a coûté plus cher. Fait que c'est toutes des choses à prendre en considération. Nous, la maison est quand même plus loin du chemin, étant donné qu'on est en campagne, on a le droit
exemple, Hydro-Québec nous font un raccordement au niveau de l'électricité. Je pense que c'est 100 pieds du chemin, mais nous, on était à 200 pieds du chemin. Fait qui paye le supplément, ben c'est nous. Qui paye le poteau d'hydro entre le 100 pieds supplémentaire, c'est nous aussi. Fait que ça a l'air bien niaiseux, mais c'est des coûts supplémentaires qu'on n'avait tellement pas pris en considération. Mais quand tu commences déjà ton budget avec un presque 50 000 de moins puis qu'il n'y a rien de fait encore, tu n'as même pas une fondation dans ta maison, tu es comme « Oh, pelaye, OK, ça coûte cher, construire une maison, ça coûte vraiment cher. » Je sais, j'ai vécu cette expérience-là. On regardait un terrain à Saint-Côme, sur la montagne, ou à bref, dans le coin, dans le nord de la Landière, sur la montagne, et je pense qu'on n'avait pas de construction encore, puis ça coûtait 150 000 parce que Hydro-Québec n'était pas là non plus, fait qu'il fallait qu'il passe tout le fil d'en bas de la montagne jusqu'au top, et tout ça, c'est nous qui le paye jusqu'à temps que quelqu'un d'autre se raccorde à la maison, que là, on a le crédit. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va se raccorder. Fait que on voulait se construire, puis on a fait comme you know what? On va laisser 150 000 il n'y a rien. Il n'y a, pas de fondation, là. Oui, exact. Puis, tu sais, justement, nous, par exemple, on avait un sol qui était très rocheux. Fait que, par exemple, nous, étant donné qu'on avait un délai de temps, ben, la maison, nous, n'était vraiment pas dans le sens qu'on aurait voulu. Dans le sens, la maison, nous, n'était pas face au chemin, elle est de travers au chemin. Puis ça nous a toujours vraiment dérangé. Puis, tu sais, nous, il y a une journée que la pelle est venue creuser le trou de la maison. Puis nous, on était comme, parfait, on va la mettre là, ça va être super beau. Le gars se met à creuser. Comme de la roche. On peut pas la mettre là. Tasse un petit peu plus loin, Finalement, on est comme à 6 pouces du roc, mais comme c'est là, la maison est de travers, elle n'est pas du bord qu'on voulait. Il aurait fallu qu'on fasse dynamiter, mais des coûts supplémentaires. Du temps supplémentaire, c'était 3 mois pour le dynamitage. Nous, il fallait qu'on soit déménagé dans 3 mois. Fait qu'on n'avait pas le temps. Fait que la maison, ben, fuck it, elle est cross-side, puis tendure, puis c'est de même. Fait que aujourd'hui, c'est quand même, c'est énorme, là, dans le sens, le sens complet de la maison n'est pas du bord qu'on l'aimerait. Mais il est trop tard parce qu'on était plus serré dans notre temps. On était, tout ça. Le temps est ton meilleur ami. Exactement, le temps est ton meilleur ami. Le temps et l'argent, ce sont tes meilleurs amis en rénovation. Ouais. Je pense que je vais rajouter l'argent aussi parce que, oui, le temps, mais tu sais, comme tu as dit, on avait du dynamitage à faire. Ça coûte plus cher. Oui, oui. Ce budget-là, on l'avait pas. Tu sais, parce que tu le mets là-dedans, là, tu n'as plus ton plancher de bois que tu voulais à l'intérieur. Puis, tu sais, je vais prêcher ma maroire, je suis en design. C'est sûr que l'esthétique, pour moi, c'est super important. Mais, tu sais, c'est des dépenses plates à faire. Tu sais, tu le verras même pas. C'est ça qui est un peu plate. C'est que, oui, ta fondation, tu sais, le dynamitage, c'est des sous, il faut le faire. Dans ton cas, tu ne l'as pas fait parce que tu as trouvé. Mais des fois, on n'aura pas le choix. On ne peut pas mettre non plus la maison. S'il y a juste du roc, il faut le dynamiter, le terrain. Là, on n'a pas le choix. Fait que c'est un pensez-y bien. Je pense que c'est avant de se mettre dans ces projets-là, c'est d'être accompagné. Comme tu disais, il n'y a pas de problème. Il y a toujours des solutions tant qu'on est accompagné des bonnes personnes. Puis, je pense que tu es la meilleure personne. S'il y a quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui qui veut faire un projet de maison puis qui se dit « OK, mais je ne sais pas par où commencer avec mes finances. » Ben, je pense que tu es la meilleure personne parce que tu l'as vécu 2 fois. Tu as vécu des rénaux, tu as vécu une construction neuve, ce qui est sensationnel dans ton jeune âge, parce que tu ne vas pas être bien vieille. Pas trop, non. Y a-t-il des outils spécifiques? Oui, l'organisation et tout, mais toi, tu parlais de fichiers Excel tantôt. Est-ce que tu as utilisé des fichiers Excel pour t'organiser? Si tu avais, mettons, en construction neuve, si tu avais eu le temps, tu avais pris le temps, pas si tu l'avais eu, si tu l'avais pris, quels outils que tu suggères quand tu planifies ce genre de projet-là à tes... Moi, je suis une grande fervente de la simplicité dans la vie. Je déteste tout ce qui est compliqué. Fait que j'irais très simplement, oui, avec un fichier Excel. Puis si les gens ne sont pas à l'aise, un cahier, papier, crayon, n'importe quoi, juste pour catégoriser les dépenses, tout simplement. Évidemment que le fichier Excel, c'est encore plus simple parce qu'on peut comptabiliser au fur et à mesure. Mais vraiment, c'est de prendre le temps de le faire. Puis c'est du temps qui va revenir fois 1000. Là. Nous, on était tellement occupés par-dessus la tête, de dire on n'a pas le temps. Mais bien honnêtement... Ça, c'est comme quand mes clientes me disent « j'ai pas le temps de faire mon budget ». Non, c'est que tu prends pas le temps parce que honnêtement, c'est vraiment pas tant long. Là. Moi, des fois, je suis en retard dans mon budget, j'ai un mois de budget à mettre à jour, ça me prend 15 minutes. Là. On a tout, là, un petit 15 minutes. Là. Fait, c'est que le but, c'est qu'on veut rentabiliser tout ça. Fait que je le dis toujours, que ce soit pour un budget personnel ou pour une construction de maison ou rénovation, le but, c'est pas de vomir des chiffres dans un fichier Excel, c'est qu'on veut comprendre ces chiffres-là puis qu'ils vont nous servir quelque part. Comme pour des finances personnelles, ben on va analyser les chiffres dans le budget. C'est ce que je fais avec mes clientes. Ils vont me faire un budget, oui, mais
c'est pas juste tu me vomis tes chiffres dans ton fichier Excel puis on les regarde plus, on va les analyser. Mais même chose avec la construction, on veut savoir on est rendu où, on veut suivre l'évolution des coûts, combien qu'on a mis par tranche de certaines catégories, tout ça. C'est important de suivre ces montants-là. Puis si on prend pas le temps de le faire, on va juste s'éparpiller partout. Puis après ça, on va vouloir justement avoir la TPS sur les TVQ, sur les taxes, sur les matériaux payés. Puis après ça, tu essaies de tout remettre ça de l'ordre là-dedans. Puis c'est le gros calvaire. Fait que c'est très bien On n'est pas investi. dedans parce que ça fait trop longtemps qu'on y pense plus. Ah ouais, oublie ça, là. Ouais. Le cerveau, c'est une faculté qui oublie. Côté. Ouais. Fait que voilà. Non, fait que c'est de prendre le temps vraiment comme de le faire au fur et à mesure. Vraiment. Là, c'est cliché, là. Ouais, mais là, oui. C'est comme avec tes enfants. Range tes jouets au fur et à mesure. Comme ça, tu n'auras pas un bordel à ranger qui va prendre 1 heure. Mais c'est la même chose. C'est très cliché, mais c'est de faire ça. De quand tu rentres chez vous, d'acheter tes matériaux, d'ouvrir ton laptop, de mettre tes petites factures dans ton Excel. Est-ce que tu suggères, toi, de les scanner puis de faire un fichier ou non, juste le rentrer le chiffre dans Excel? Ça pourrait, assurément. T'sais, aujourd'hui, il y a des applications super faciles avec notre téléphone pour scanner, qu'on pourrait tout les numériser puis tout de suite les mettre dans un dossier dans notre téléphone. Assurément. Quelqu'un moindrement organisé, puis même si vous dites « Je suis pas organisé, moi, dans la vie » ou « J'aime pas ça » ou pas. Comme c'est, à mes yeux, c'est un no-brainer. Puis, je veux dire, je vais encore donner mal chaussée parce que même moi, je l'ai pas faite, mais je l'ai fortement regretté, là, vraiment. Ouais. Je pense que on est tous un peu on est mal chaussés dans nos métiers parce que c'est bien correct. Est-ce que tu as vécu des imprévus en construction neuve, tu nous l'as dit, là. Est-ce que qu'est-ce qu'on fait financièrement quand on a des imprévus, quand que le budget change de bord? Mettons, là, comme toi, tu m'as dit, l'Hydro-Québec a fallu qu'on paye un poteau de plus, des fils de plus. Cet argent-là, il faut que tu ailles l'agruger ailleurs, probablement. Ouais, c'est pour ça un peu de l'importance de catégoriser puis séparer un peu les matériaux avec le superflu, surtout en termes de construction. C'est que des fois, même rénovation, on est tellement excités d'être rendu à l'étape finale d'acheter les petites tablettes puis mettre des pots de fleurs sur comme nos étagères, mais la priorité avant toute chose, c'est de finir la construction, c'est de finir les rénaux, puis des fois, on a comme tendance à mixer tout ensemble, d'acheter de la petite déco, un cadre, un ci, un ça, mais c'est de voir si on a suffisamment l'argent avant de se rendre là. Tu sais, une fois que vous avez tout terminé, le gros des rénaux, si vous n'avez pas encore de tablette pour mettre un cadre ou un pot de fleurs, c'est pas grave. Si vous n'avez plus d'argent comme rendu là, vous n'allez pas mourir pour ça, vous allez en avoir de l'argent éventuellement dans 6 mois, 1 an, c'est bien correct, mais les rénaux doivent être terminés. Puis c'est ça des fois qui est comme pas évident, c'est que nous, on a dépensé un peu tout en même temps, autant pour des meubles à la maison, tu veux pas, on déménageait d'une plus petite maison à une plus grande maison, fait qu'on a acheté des meubles, on a acheté les nouveaux lits pour les enfants, on a acheté comme trop de choses en même temps qu'on a tout mix up ensemble, puis là, t'es comme, OK, finalement, c'est ça, on aurait peut-être pu attendre ça. Oui, là, on s'entend des lits, c'était essentiel, là, mais il y a des choses qu'on aurait vraiment pu attendre parce que oui, les coûts, ça monte vraiment, vraiment vite. Inversement, étant donné que nous, c'était notre premier projet, on n'avait pas de gestionnaire de projet, on n'avait pas personne, si on le faisait tout par nous-mêmes, c'est sûr qu'il y a des coûts aussi que tu sous-estimes. Fait que peut-être d'avoir quelqu'un qui aurait pu nous dire dès le départ, écoute, ces frais-là, tu vas les avoir, ça, peut-être qu'on aurait géré notre budget autrement parce que bon, je donne un exemple, toute l'excavation, ça a coûté super cher, les permis à la municipalité, ça a l'air de rien, mais c'est des coûts. Nous, on avait des frais d'arpentage parce qu'on a acheté un terrain qu'on a séparé en 2 avec une autre personne. Fait tout ça, c'est des coûts qu'on n'avait pas prévus, là. C'est des achats de 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 $, ça va vraiment, vraiment vite. En dernier, ça a juste fini que on a payé de notre poche en s'endettant un petit peu ici et là, en remplissant nos cartes de crédit, puis c'est comme ça. Mais là, aujourd'hui, c'est correct parce que on s'est organisé, mais tu veux pas te rendre là, assurément pas. Là. Non, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est vraiment de tout planifier, de prendre en considération toutes les coûts, même si c'est plate. Puis, tu sais, que tu dis là, d'acheter la tablette, le pot de fleurs quand les rénaux sont pas finis, c'est pas une bonne idée. Puis, je vais prêcher ma paroisse qui est en design puis en déco. C'est que tu sais même pas si ça va fitter. Ouais. T'sais, dans ton ensemble, peut-être que le cadre, tu le trouves bien beau là, mais à un moment donné, plus la projet avance, il y a eu des changements parce que raison X, Y, Z, le cadre ne rentre plus. Le cadre ne fit plus. Le cadre a changé d'idée parce que la réno a pris vraiment plus de temps. Fait que c'est pas une bonne idée d'aller par l'envers, comme on dit, là, de commencer par la déco et tout. Fait que moi, je pense que oui, d'attendre. Puis s'il n'y a pas d'argent pour la petite tablette, on va attendre 6 mois, puis il n'y a personne qui va en mourir. Mais que si tu n'as pas d'évier ou pas de toilette. C'est ça, exact. C'est vraiment de prioriser qu'est-ce qui est fonctionnel et utile au quotidien avant de tomber dans le non-fonctionnel, si je peux dire. Oui, c'est bon. Gars, je suis d'accord avec toi. Même si je suis designer, je suis d'accord avec toi.
Est-ce que, ouais, là, tu nous as parlé, mais je pense qu'on va résumer ça un peu. Les pièges courants que les couples devraient éviter lors de la planification financière. Là, tu parlais Oui. du manque d'organisation. Je pense que ça en est un. Puis de l'exécution du projet, mais on va faire un petit wrap-up parce qu'on s'en va bientôt à la conclusion de tous ces pièges-là. Tu sais, toi, tu en as de tombé, là, tu l'as clairement expliqué. Fait que le manque d'organisation est un piège. Oui. La mauvaise planification. Il faut s'asseoir avant s'asseoir, planifier avant de donner le premier coup de marteau. Moi, c'est ça que je dis. Puis, est-ce que la planification, que ce soit financière ou pour toute la vision et tout, ça prend du temps. Mais ce temps-là, est-ce que selon toi, on le regagne à la fin du projet? Ouais, ben oui, oui, 100%. Puis ça, c'est des questions à se poser avant de s'embarquer dans un projet de construction. Nous, au début, on travaillait les deux. Là, on s'est rendu compte que c'était pas possible de travailler. Fait que là, on a arrêté de travailler. Fait que non seulement que tu as beaucoup, crissement plus de dépenses, ben, tu n'as pas de revenus en même temps. Fait que, tout est vraiment, vraiment, c'est de suivre les étapes, c'est de ne pas vouloir aller trop loin, c'est de prendre le temps de bien magasiner. Si je peux, si on en a tout parlé là, pendant le podcast, si je peux rajouter un point qui est plus post-rénovation, Oui, vas-y. post-construction, bien se protéger financièrement parlant, c'est tellement, tellement important. Quand on fait des projets en couple comme ça, l'amour est là, on est excité, c'est le fun, mais Émilie, la personne plus des finances sérieuses, va vous parler de l'aspect légal aussi, parce que bon, quand vous allez aller au notaire, vous allez signer votre maison, vous allez, je sais pas, commencer un projet de construction, vous achetez un nouveau terrain, monsieur ou madame met plus d'argent au niveau de la rénovation, au niveau de la mise de fonds, au niveau de n'importe quoi, mais ça, c'est important de se protéger à ce niveau-là. Quand vous entamez un projet de construction, est-ce que c'est monsieur qui va plus faire que madame? Comment vous séparez ça par après? Qui apporte plus à la propriété? Est-ce que vous décidez de séparer à deux? Légalement parlant, c'est hyper important de mettre sur papier d'entrée de jeu si vous avez à vendre, si vous avez à vous séparer. Puis je le sais que c'est plate de penser comme ça, mais c'est de le faire du temps que l'amour est là, vraiment, et que ça va bien, parce qu'après ça, c'est plus le fun. Et je parle malheureusement par fait vécu. Fait que c'est pas le fun. Puis c'est tellement... Puis en fait, c'est que c'est tellement beaucoup d'argent, c'est qu'on veut juste pas regretter ce genre de projet-là. Tu sais, vraiment pas. Pour moi, ça a été une super belle expérience. Oui, difficile, oui, drainant, oui, épuisant. Je veux dire, moi, j'avais une petite fille de 18 mois à ce moment-là, dans les 18 mois. Ça prend du courage. C'est ça, ouais, tu sais, on était en plein COVID, les deux, on travaillait temps plein. Moi, j'étais enceinte de 30 quelques semaines avec une grossesse à problème. Comme, tu sais, je veux dire, on a rocké ça par là. Puis, ça a été un beau projet. Ça nous a rapprochés, comme vraiment, là, ça a super bien été, mais c'est drainant, c'est demandant. Fait qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions, parce qu'il y a vraiment des gens que leur projet tombe à l'eau parce qu'ils n'ont pas l'énergie, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas, tu sais, l'envergure du projet n'est pas pris à l'avance. Fait que vraiment de comprendre que c'est des gros projets, c'est des gros coûts, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement sur tout. À un moment donné, vous allez juste être vraiment brûlé, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'on était en train de faire là? Ça va valoir la peine au bout de la ligne, mais c'est vraiment de tout faire en bonne et due forme. Fait que ce soit de planifier avant, de bien se préparer, de bien gérer son temps, de bien mettre carte sur table avec notre conjointe de comment qu'on gère financièrement parlant à la maison, qui met plus, est-ce qu'on met à part égale, si on vend, si on se sépare, c'est n'importe quoi, tout ça, là, c'est vraiment essentiel. Puis ça, d'ailleurs, si vous êtes intéressé, j'ai un épisode de podcast qui sort à ce sujet-là, parce que bon, peut-être que vous voyez, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Parce que c'est super important. On n'en parle pas assez de bien se protéger financièrement. Puis c'est pas juste les femmes qui doivent se protéger, c'est les hommes aussi. Mais c'est que des fois, on n'investit pas toujours le même montant d'argent dans un projet comme ça. Puis c'est tellement pas grave, parce que c'est ça un couple de se soutenir. Mais par après, quand on est peut-être plus un couple, comment qu'on le gère? On n'a juste pas envie de perdre l'argent comme ça. Fait que c'est super important. Fait que j'ai un épisode de podcast qui devrait sortir au courant du mois de février. Je sais pas à quel moment vous allez écouter ça, là, mais février 2025, ça devrait sortir sur mon podcast La Cour des Grands. Vraiment un de mes plus beaux épisodes de podcast, assurément, niveau finance, que j'ai enregistré. Ça vaut vraiment la peine de l'écouter, que ce soit pour n'importe quel projet, autant un projet bébé qu'un projet maison, qu'un projet n'importe quoi. C'est super important. Fait que de faire les bonnes choses, des bons papiers, ça rend n'importe quel projet beaucoup plus agréable, je dirais. Ben, je suis mariée, puis c'est pas un contrat de mariage qu'on fait, c'est un contrat de divorce. C'est vraiment ça. Oui, 100%. C'est vrai de ça. Fait que, ben, ton projet t'a apporté quoi personnellement? C'est quoi ces deux projets-là? Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté perso, puis en tant que couple, quand tu étais en couple, parce qu'on comprend que malheureusement, tu ne l'es plus. Et
comment ça va influencer ta vision à l'avenir si tu veux te rembarquer dans ce genre de projet-là? Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Pour ma part, bon, tu sais, maintenant, on parle de ma séparation, ça n'a vraiment pas été la raison de ma séparation. Au contraire, pour ma part, ça nous a rapprochés dans le sens où on a déjà passé au travers d'un premier projet de réno. Fait qu'on est allé graduel. Ça aussi, c'est important de se connaître à travers tout ça en tant que couple, en tant que personne. Nous, on est allé graduel dans le sens où c'était vraiment pas le premier petit projet qu'on faisait ensemble. Après ça, on a rénové la maison, on est allé pièce par pièce. Après ça, on s'est lancé dans le projet de construction. On le savait qu'à ce niveau-là, ça fonctionnait bien pour nous, qu'on était une bonne équipe à ce niveau-là, que les deux, on savait qu'est-ce qu'un pouvait apporter à l'autre. Fait que ça a été vraiment une belle expérience pour ma part. Ça nous a rapprochés. Bon, c'est pas pas du tout les raisons de ma séparation, là, ça, c'est un autre sujet, mais c'est pas facile. Fait que oui, vraiment, il y a des couples que c'est difficile. Puis à travers tout ça, c'est qu'on veut toujours que ça reste un beau projet. Puis c'est ça qui est plate quand ça tombe dans l'inverse. Fait que c'est d'apprendre à se connaître, de mettre carte sur table avant de commencer. Puis je dirais qu'est-ce que ça m'a apporté à moi personnellement. Ben c'est sûr, bon, beaucoup de résilience, beaucoup de travail. Ça a été, tu sais, c'est des mois rocambolesques. Là, tu sais, c'est des mois, tu te lèves à 4 heures du matin, tu finis ta journée à 10-11 heures, tu fais ça pendant 6, 7, 8 ans, enceinte par-dessus la tête. Moi, 40 semaines debout dans l'échafaud, il n'y en a pas de stress, tu comprends? Là, Oh my God! Ça y allait par là, mais nous, on avait un enjeu de temps. On avait un enfant, fait qu'on pouvait pas vraiment se permettre d'être dans la rue non plus puis de dire on va aller habiter n'importe où, n'importe quand, comme c'était juste pas possible pour nous. Fait qu'on avait tout ça, mais sinon, aujourd'hui, ben ça m'a quand même vraiment permis d'apprendre autant au niveau personnel, parce que quand je travaillais à la caisse, bon, j'avais déjà fait des projets d'hypothèque, tout ça, des gens qui voulaient rénover, mes clients mais de le vivre autant professionnellement que personnellement, je veux dire, pas de meilleur apprentissage que ça. Fait qu'aujourd'hui, je suis capable de beaucoup plus comprendre mes clients, de les outiller, de les prévenir sur certaines choses. Fait assurément, d'offrir un meilleur service, ça m'a apporté ça, je pense. Bon, mais tant mieux. Ça veut dire que tu vas aider encore plus de gens. Tu vas pouvoir vraiment plus les comprendre. Puis, tu sais, mettre des warnings, des red flags. Dire, OK, ça, tu penses vraiment que ça va coûter ça? Non, non, non. Par expérience, je sais que ça va coûter ça. Puis, je pense que c'est le fun d'avoir quelqu'un qui a défriché le chemin avant nous. Oui, c'est ça que tu vas faire avec tes clientes si les clientes arrivent avec un beau projet de réno ou de construction. Ça, c'est chouette. Ouais. C'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à ces beaux couples-là qui veulent se lancer dans des projets comme tu as fait en construction réno, tout en préservant l'équilibre, parce qu'on sent... Ben, l'équilibre, j'y crois pas. Je dis équilibre, mais c'est plus l'harmonie de tout ça. Oui. Oui, 100%. Ben, je dirais que c'est d'être très honnête un envers l'autre, d'être capable de reconnaître un peu les points forts de un et de l'autre, puis de reconnaître les points faibles. Tu sais, dans le sens, ben moi et le papa de mes enfants, on est deux personnes pas stressées dans la vie. Mais tu sais, exemple que moi, j'avais été quelqu'un de super stressé, ben j'aurais déjà mis carte sur table avec lui en disant, écoute, comme moi, ça se peut qu'à un certain point de la construction, je sois comme plus capable parce que le stress va trop comme me prendre la tête, tout ça. C'était pas le cas, mais je donne des exemples dans le sens où il faut se connaître en tant que personne, puis de déjà mettre carte sur table avec notre conjointe, de dire, ben regarde, moi, ça, c'est ça mes forces, c'est ça que je peux apporter, je peux me rendre jusque-là. Ça, je pense, ça peut être difficile. Le stress, ça peut être difficile pour moi. J'ai moins d'apport financier. Toi, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce qu'on peut mettre ça sur papier? Tout ça, je pense, c'est vraiment de mettre les intentions très, très claires et de comprendre dans quoi on s'embarque, puis de pas minimiser le projet, parce que justement, il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir tellement de choses. Puis à travers tout ça, il y a le projet, il y a les imprévus du projet, mais il y a la vie et les imprévus de la vie aussi. Fait que tu sais, on contrôle pas toujours les événements de la vie, là, dans le sens, moi, comme j'étais chanceuse, là, j'ai accouché super tard de mon deuxième, mais moi, je croisais mes doigts pour pas accoucher prématurément, là. J'étais comme, moi, si j'accouche à 32 semaines, je suis faite, on est dans la rue, nous autres, là, comme on peut pas vraiment. Fait que tu sais, il y avait tout ça, là, qui entre en compte les imprévus de la vie aussi. Quelqu'un peut tomber malade, quelqu'un peut se blesser, tu sais, dans le sens, nous, ça a super bien été. Mais moi, je voyais mon papa de mes enfants, là, debout sur le toit, là, pour attacher, à courir, à mettre des planches de plywood. Je suis comme, s'il déboule en bas, comme, qu'est-ce que je fais? Tu sais, moi, je regarde comme, ça va pas bien, là, s'il tombe en bas, là. Comme, je suis enceinte de 30 semaines, je peux pas te lever, man. Non, là, comme, va te regarder, puis je peux rien faire pour toi. Fait tu sais, tout ça, en tant compte, c'est juste important de le considérer. Je pense, c'est cheesy, mais la communication, tout simplement. Oui, c'est ça, la communication. Mais je pense que je le conseillerais comme pas, mettons, puis on s'entend qu'il n'y a pas de corrélation par rapport à ça, là, mais mettons un couple un petit nouveau couple fraîchement qui se connaît pas tant que ça veut vraiment pas dire que ça va être un échec, parce que je veux dire, ça peut être un couple de plusieurs années, puis ça peut être un échec, là, mais il faut que tu connaisses vraiment les forces et les faiblesses de la personne des deux côtés, 100%. OK. Ben, c'est bon. Fait que se connaître en tant que personne, mais se connaître notre partenaire. Oui. À 100%, de savoir, OK, mais si cette situation-là arrive,
moi, je vais prendre le lead parce que mon partenaire, ça marchera juste Exact, là. c'est ça. Jusqu'à où tu es prête à aller s'il arrive tel imprévu, jusqu'à quel montant d'argent tu es prête à mettre, jusqu'à. Tu sais, tout ça, là, c'est à prendre en considération. Si on manque de temps, ben nous, comme par exemple, là, le papa de mes enfants, il a arrêté de travailler pendant quelques mois, ben es-tu prête à faire ça? Là, nous, ça a été on the spot, mais ça aurait peut-être été des discussions qu'on aurait dû avoir avant. Effectivement. Ben, c'est cool. OK. On va pas mal terminer, mais avant de Yes. quitter, tu as parlé de ton podcast. Où est-ce qu'on peut connecter avec toi? Oui, certain. Je suis très présente sur Instagram. Je dirais, je suis à la fois très professionnelle, mais aussi très niaiseuse sur Instagram. Vous pouvez suivre mes niaiseries. J'ai pas la langue dans ma poche. J'ai tendance à lâcher des petits sacs comme ça. Je suis pas. C'est pour ça que je suis pas dans le cadre de comme la fille qui travaille en finance avec comme sa petite jupe, là, vraiment. Avec vraiment ton tailleur? Avec mon tailleur, je suis plus là du tout. Moi, mon objectif, c'est de rendre ça tellement simple, tellement familier. Fait que si vous vous rendez sur mon compte Instagram, vous allez voir que j'ai un langage très familier. C'est ce qu'on me dit le plus souvent, que je rends ça simple, je vulgarise au maximum. C'est ça mon objectif parce que je déteste les gens qui disent que les finances, c'est compliqué. Je vous le dis, moi, je suis blonde en dessous de ces cheveux-là, comme je vous disais. Et j'ai pu comprendre, fait que tout le monde peut comprendre, puis c'est pas si compliqué, mais le but, c'est ça, c'est ce que je veux partager le plus possible. Fait que sur Instagram, vous pouvez me suivre, moi, dans mon quotidien, mes petites niaiseries. Sinon, j'ai mon podcast, justement, La Cour des Grands, je parle beaucoup de finances, mais je parle aussi beaucoup de sujets que j'aurais aimé apprendre à l'école. Des fois, je reçois des invités qui nous parlent d'un sujet précis. Inversement, je parle, moi, beaucoup de psychologie de l'argent, j'aime beaucoup ça, fait que de mindset financier, tout le tralala, là, tout ça mis ensemble, c'est le résultat de mon podcast. C'est mon petit bébé, je l'adore, fait que si vous voulez apprendre à me connaître davantage, mon podcast, c'est un très bon moyen de le faire. C'est good, je vais te mettre ça en dessous dans les show notes. Fait que ton Instagram, ton site internet aussi, qui est très, très beau, on apprend plein de choses sur toi. Puis c'est comme ça que je suis tombée en amour avec toi, en fait. Grâce à ton site internet. Ben, merci énormément, Émilie, de ton temps. J'espère que cette conversation-là vous a donné le goût de faire un beau projet de réno, puis de construction, puis de bien vous préparer, parce que je pense que c'est ça l'important, c'est la planification. Je suis une fervente de la planification et de l'organisation, puis je pèse encore là-dessus parce que je pense que c'est comme ça qu'un projet réussit, puis pas parce qu'on planifie qu'il n'y aura pas d'imprévus, c'est vraiment pas ça, mais en planifiant, les imprévus sont souvent moins compliqués à contourner, moins compliqués à gérer, je pense, de cette façon-là, que ça soit financier, que ça soit en termes de temps, de matériaux, bref. Je pense que la planification en termes de temps et financière est ultra importante. Oui. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Si vous écoutez ça en journée, en soirée, bref, un magnifique projet de rénovation pour les prochains mois et prochaines années. Fait que, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Bye! Bye, Catherine, merci! Merci! Merci tellement d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Réno, Déco et Design. J'espère qu'il t'a inspiré et apporté des clés concrètes pour avancer harmonieusement dans tes projets de rénovation et de déco. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, en stories, sur tes réseaux sociaux et à me laisser un avis 5 étoiles. Et surtout, t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu veux aller encore plus loin dans ton projet, rejoins-moi sur mon site web au www.ctstudiodesign.com. Mon Instagram et mon Pinterest pour encore plus d'inspiration, de conseils et d'accompagnement. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Réno Déco et Design. D'ici là, prends soin de toi, de ta famille et de ton intérieur.